Alors que ma petite fille tenait encore sa serviette, attendant le dessert, ma sœur Céline m'a lancé avec un sourire méprisant. « Pare et ne reviens jamais. » Ma mère a ajouté, « Noël est tellement plus agréable sans toi. » Je n'ai pas supplié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement croisé leurs regards et j'ai dit, « Alors, ça ne vous dérangera pas que je fasse ceci. » 5 minutes plus tard, chaque personne qui venait de nous expulser était à genoux, me suppliant d'annuler ce que j'avais fait. Tout a commencé un mardi à 15h47. J'étais garée devant l'école élémentaire de Chloé, regardant les enfants sortir avec leurs cartables sautillant sur leur dos, quand mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Madame Morel ? Ici l'hôpital central. Votre mari, Thomas, a eu un grave accident de la route. Vous devez venir immédiatement. Je ne me souviens pas du trajet, ni de qui a récupéré Chloé. Je me revois juste debout dans ce couloir stérile, face à un médecin en blouse bleue qui m'annonçait que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 10 ans était parti. Les obsèques ont eu lieu 4 jours plus tard. Mes parents étaient là, ma sœur Céline avec son mari Julien, les oncles, les tantes, tous en noir, s'essuyant les yeux. Mais ce dont je me souviens le mieux, c'est le moment où, lors de la réception, je suis sortie dans le couloir pour reprendre mon souffle. À travers la porte entrebâillée, j'ai entendu Céline murmurer à notre mère, « Elle ne pourra jamais élever Chloé seule, tu le sais bien ? On devrait peut-être discuter de confier la petite à quelqu'un d'autre. » Mon blood n'a fait qu'un tour. J'attendais que ma mère me défende, mais Françoise a juste hoché la tête, « On en parlera plus tard, laisse-la d'abord faire son deuil. » Je me suis reculée en silence, me disant qu'ils étaient juste inquiets. À l'enterrement, mon père, Jean-Pierre, m'a prise à part, sa main lourde sur mon épaule, « Amélie, sois forte. Thomas est parti, pleurer ne le fera pas revenir. Les gens ne respectent pas la faiblesse, ressaisis-toi. » C'est tout ce qu'il m'a dit le jour où j'ai enterré mon mari. Ce n'était que le début. 3 mois plus tard, le capital du contrat d'assurance vie est tombé, 2,1 millions d'euros. Thomas avait souscrit cette police à la naissance de Chloé, au cas où, disait-il. À l'époque, on avait 26 ans, je me moquais de lui, mais le destin en a décidé autrement. Quand l'argent est arrivé sur mon compte, tout a changé. Céline a commencé à m'appeler 2 fois par semaine avec une voix mielleuse que je ne lui connaissais pas. Ma mère nous invitait à déjeuner tous les dimanches dans leur maison de banlieue lyonnaise, prônant la solidarité familiale. Le 4e dimanche, Jean-Pierre a pris la parole, « Amélie, j'ai réfléchi. Tu devrais laisser Céline gérer tes finances. Elle s'y connaît en placement, toi tu as toujours été la rêveuse de la famille. » J'ai posé ma fourchette, « C'est gentil, papa, mais je m'en sors très bien. » L'ambiance a chuté de 10 degrés. Céline a insisté, « On s'inquiète, c'est tout, tu n'as jamais géré une telle somme. » J'ai répondu que Thomas avait tout organisé avec un conseiller, mais elle ne m'a pas laissé finir. En partant, ma grand-mère Madeleine, 86 ans mais l'esprit vif comme l'éclair, m'a serré le poignet et m'a glissé un papier dans la main en murmurant, « Fais attention à cet argent, je ne fais confiance à personne ici, même pas à Françoise. Appelle ce numéro. » Le papier indiquait, « Appelle Marc Lefebvre. » Je n'ai pas appelé tout de suite, pensant que mamie était paranoïaque. 6 mois ont passé. Céline devenait de plus en plus insistante, le négoce de matériaux de papa va mal, les factures s'accumulent, c'est dur de te voir assise sur tout cet argent pendant que la famille souffre. Puis, ma mère m'a appelé en pleurant, ton père va perdre son entreprise de 30 ans, on va peut-être perdre la maison. Touchée, j'ai proposé de leur prêter 50 000 € sans intérêt. La voix de Jean-Pierre a tonné dans le haut-parleur, je n'ai pas besoin de l'aumône de ma fille. Puis Céline a repris, ce que papa veut dire, c'est que ce serait plus simple si tu signais une procuration totale pour que je gère les investissements pour tout le monde. Une procuration ? La voix de Thomas a résonné dans ma tête, ne signe jamais rien sans lire 2 fois, surtout avec la famille. J'ai dit que je devais réfléchir, et le ton de Céline a changé instantanément, devenant glacial. Ce soir-là, j'ai enfin appelé Marc Lefebvre. Le lendemain, j'ai trouvé Chloé en pleurs dans sa chambre. Après 10 minutes, elle a fini par lâcher, « Mamie Françoise m'a dit que c'est papa qui aurait dû rester en vie, pas toi,
parce que lui savait s'occuper de moi et pas toi. Mon monde a vacillé. Ma propre mère disait cela à ma fille de 9 ans? J'ai serré Chloé contre moi, lui promettant que c'était faux. Plus tard, un cousin m'a envoyé un message: « Amélie, c'est vrai que tu dilapides l'argent de l'assurance au casino ?» Céline en a parlé sur le groupe familial. Je suis allée voir sur les réseaux sociaux et j'ai découvert un post de ma sœur demandant de prier pour moi car je faisais de mauvais choix financiers. J'étais sous le choc. Le rendez-vous avec Marc Lefebvre a tout clarifié. Il était l'ancien meilleur ami d'université de Thomas. Thomas m'avait demandé de veiller sur vous, m'a-t-il dit. Votre grand-mère m'a contacté il y a 3 semaines. Céline a tenté de contacter votre assurance pour détourner les droits des bénéficiaires, et l'entreprise de votre père n'est pas juste en difficulté, elle est en faillite technique à cause de sa mauvaise gestion. Ils ne veulent pas t'aider, Amélie, ils veulent te dépouiller. Il m'a aussi révélé que mamie Madeleine voulait changer son testament en ma faveur car elle avait découvert leur manigance. Une semaine avant Noël, Céline est venue chez moi avec un dossier: signe ça pour la famille, ou ne viens pas au réveillon. J'ai refusé. Mon père m'a ensuite appelé pour me menacer de me renier si je ne signais pas. Le soir du réveillon, chez mamie Madeleine, l'ambiance était électrique. Les 15 convives me regardaient avec pitié ou mépris, abreuvés des mensonges de Céline. Au milieu du repas, Céline s'est levée, a fait teinter son verre et a annoncé devant tout le monde: « Amélie refuse l'aide de sa famille alors qu'elle perd pied. Pour le bien de Chloé, nous lui demandons officiellement de nous confier la gestion de ses biens. » J'ai dit non. Mon père a hurlé que j'étais une égoïste et m'a ordonné de sortir de sa vue. Ma mère a ajouté cette phrase terrible: « Noël serait tellement mieux sans toi. » Chloé pleurait. C'est là que mamie Madeleine s'est levée et a dit: « Assez. » Elle m'a regardée et j'ai su que c'était le moment. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Marc, qui attendait dehors. Il est entré avec 2 dossiers. Le premier contenait les preuves numériques de la campagne de diffamation de Céline et de ses tentatives de fraude. Le silence est devenu de plomb quand Marc a lu les emails où Céline m'appelait la proie facile et expliquait comment me manipuler par la culpabilité. Ma mère est devenue livide. Puis, Marc a sorti le second document, le Nouveau Testament de mamie Madeleine. Elle me léguait l'intégralité de sa propriété, cette demeure bourgeoise estimée à 1,8 million d'euros, excluant Jean-Pierre et Céline pour leur cruauté et leur avidité. Ma mère est tombée à genoux, pleurant des larmes de crocodile, me suppliant de pardonner, prétextant que c'était pour sauver l'entreprise. Céline, elle, était en état de choc, réalisant que ses dettes personnelles allaient être exposées. J'ai regardé mon père et je lui ai dit: « Tu as choisi l'argent plutôt que ta fille et ta petite-fille. C'était ton choix. » J'ai pris Chloé par la main et nous sommes partis. Les jours suivants, les appels de excuses des autres parents ont afflué, honteux d'avoir cru Céline. L'entreprise de mon père a déposé le bilan et ils ont dû vendre leur maison. Céline a perdu ses clients et son mari l'a quittée en apprenant l'ampleur de ses mensonges. Un mois plus tard, mamie Madeleine a emménagé avec nous dans notre nouvel appartement. Elle dit que les murs ne comptent pas, seule la vraie famille compte. Ma mère m'a appelé récemment, brisée, demandant pardon. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, de beaucoup de temps, et que c'est moi qui reviendrais vers elle si je le décidais. Aujourd'hui, j'ai trouvé la paix. J'ai appris que la famille n'est pas un droit de blesser les autres, et que le sang ne justifie pas tout. Chloé sourit à nouveau, mamie prépare ses célèbres tartes aux pommes dans notre cuisine, et pour la première fois, je me sens enfin chez moi, entourée de ceux qui m'aiment vraiment. Quelle histoire bouleversante et révélatrice sur la nature humaine et les liens familiaux. Il est incroyable de voir comment l'appât du gain peut transformer des proches en véritables prédateurs, allant jusqu'à manipuler une enfant de 9 ans pour arriver à leur fin. Amélie a fait preuve d'un courage exemplaire en restant digne face à cette humiliation publique. La réaction de la grand-mère, Madeleine, est sans doute la plus belle leçon de cette vidéo: la sagesse et la justice finissent toujours par triompher. Ce récit nous rappelle que la famille ne se définit pas seulement par les gènes, mais par les actes, le respect et l'amour inconditionnel. C'est une mise en garde puissante contre la manipulation émotionnelle et l'importance de se protéger, même contre ceux qu'on pense aimer. La fin, bien que douce amère, montre qu'il est possible de reconstruire un foyer sain sur les cendres d'une trahison.
Bravo à Amélie pour avoir su dire non et pour avoir protégé l'héritage de son mari et l'avenir de sa fille. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation où l'argent a divisé votre famille? Pensez-vous qu'Amélie devrait un jour pardonner à sa mère et à sa sœur, ou a-t-elle raison de maintenir cette distance définitive? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet délicat. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette histoire vous a touché.